Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce chapitre numéro 4 de mon premier roman Juste avant la lumière. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à réécouter le chapitre 1, 2 et 3 si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire sur ma chaîne YouTube. Chapitre 4. Suzanne marche derrière son frère et sa sœur, piétinant pour mieux ralentir sa course. Elle n'aime pas l'école. Elle n'aime pas cette école, ni les camarades de son âge d'ailleurs. Son grand frère, Marc, lui demande pourquoi elle n'avance pas plus vite. Allez, Suzanne, avance, on va encore être en retard. Ne m'attendez pas, je vous rejoindrai, répond-elle d'un air espiègle. Peut-être. Encore une journée inutile, encore une journée perdue. L'école, elle s'y ennuie. Rien ne lui paraît concret et assez passionnant. Du temps qui passe et qui repasse, où elle trépasse. Elle a besoin de rêver, de s'évader, de s'inventer un autre monde. Se sentir déconnectée de son corps, c'est une obligation pour mieux survivre. Elle se réfugie dans son esprit, où tout n'est que nature, couleur et joie de vivre. Une manière pour elle de subir la vie quotidienne, d'échapper à cette vie de malheur qu'elle n'a pas choisie. Elle observe beaucoup sa mère. Elle la voit triste, malheureuse et soumise. Elle l'aime tellement. Suzanne pleure pour elle souvent. Elle ne comprend pas pourquoi elle accepte tout ça. Elle a envie de lui crier « Sauve-toi, sauvons-nous, emmène-moi avec toi loin d'ici, vite !» Son père lui fait peur. Elle le craint, elle le déteste, elle le hait. Elle sait qu'il est violent avec sa mère et lui en veut pour ça. Elle ne se sent pas fille de cet homme, ce monstre, qui ne respecte rien ni personne, à part lui-même, et encore. Elle ne rêve que d'une chose, partir loin, mener une autre vie. Elle a hâte d'atteindre la majorité pour prendre son envol, mais il lui reste encore quelques années à patienter, alors elle attend, du mieux qu'elle peut, dans cette vie monotone et lugubre. Ce même jour, en fin d'après-midi, à la maison, en rentrant de l'école. Suzanne regarde fixement sa mère, l'embrasse tendrement dans les cheveux, qu'elle porte courts désormais, et lui dit les yeux dans les yeux, une fois ses frères et sœurs dans leur chambre. « Maman, on part toutes les deux ?»« Pourquoi tu dis ça, ma Suzy ? Papa est méchant, je sais qu'il te fait du mal. On doit partir avant que ce soit trop tard. » « Ne dis pas de mal de ton père, Suzanne. Ton père a des défauts, mais c'est un homme qui assume ses responsabilités. Elle l'aime toujours, malgré tout ce qu'il lui a fait subir. C'est ça le pire. Thérèse éprouve encore de l'admiration et du respect pour cet homme qui l'a maltraitée pendant des années, depuis le début, depuis toujours. Suzanne, qui n'est pourtant pas si vieille, comprend déjà les choses les plus graves de la vie. Elle ressent quelque chose qu'elle ne comprend pas, comme un danger contre lequel elle ne peut pas lutter. Elle sait qu'il y a urgence, mais n'arrive pas à savoir pourquoi elle se sent en danger. Cette petite fille a toujours eu des capacités particulières, des sensations, un instinct qui lui montre les choses sous un nouvel angle. Elle sent venir des événements avant qu'ils n'arrivent sans les comprendre. Quelque chose se passe au niveau de son ventre, comme un grondement, parfois comme un pincement, et d'autres fois comme un déchirement, sans savoir exactement ce qui correspond à ces douleurs. Elle a toujours été comme ça, Suzanne. Elle s'est toujours sentie différente. Les autres la regardent aussi comme quelqu'un de différent, d'un peu spécial. Elle l'est, à son niveau, mais elle ne sait pas encore pourquoi. Suzanne a seulement compris qu'elle ne peut pas vivre comme les autres. Ses sensations ont débuté dès son plus jeune âge, sans savoir ce qui a déclenché ça. Peut-être que ça avait toujours été en elle? Comment savoir? Comment savoir ce qui fait d'elle une petite fille si différente? Ce soir-là, elle sut. La dispute fit rage dans la maisonnette tranquille, alors que son frère et sa sœur dormaient à poings fermés. Suzanne entendit, cachée sous son lit, sous sa couverture chaude,
son père qui criait des mots incompréhensibles. Elle l'avait déjà entendu parler de cette façon, à chaque fois des jours où il était rentré tard, après avoir bu avec ses collègues dans le bar du village d'à côté. Cela ne lui réussissait pas. La colère qu'il retenait le reste du temps se désinhibait totalement au bout de quelques verres d'alcool, aux grandes dames de Thérèse. Suzanne perçut des cris étouffés dans le salon. Puis plus rien, un grand silence. Suzanne s'échappa de son lit, s'approchant de la porte. Elle l'ouvrit délicatement, la peur au ventre. C'était la première fois qu'elle osait se lever en pleine nuit pour mieux entendre ce qui se passait entre ses parents. Son instinct lui disait de le faire, d'y aller. La petite fille avança dans le couloir. Ses pieds la portèrent toute seule jusqu'au salon, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle passa sa tête par l'arche qui débouchait au bout du couloir, donnant directement sur le salon. La curieuse aperçut son père, qui portait les mains serrées autour du cou de sa mère. Thérèse suffoquait. Au bout de quelques secondes qui parurent une éternité, elle tomba lourdement sur le sol du salon, tout à coup, comme si elle venait d'abandonner ses dernières forces dans ce dernier combat perdu d'avance. La victime cédait une nouvelle fois à son bourreau et se libérait dans le même temps de cette vie de martyr, de cette emprise sans solution. Sa petite maman chérie ne bougeait plus, gisant au sol comme un animal mort. Son père prit conscience qu'il était observé. Sans réfléchir, il s'enfuit de la maison, claquant la porte, comme s'il n'était pas conscient de ce qu'il venait de faire. Le mari abandonna sa femme, étendue sur le carrelage du salon, sans vérifier si elle était en vie, sans lui porter aucun secours. Cet homme n'avait aucune empathie. La colère l'avait dévoré jusqu'à sa propre perte. Il ne voyait plus sa femme comme une personne, mais comme un objet encombrant qui l'avait rendu fou. Et il avait passé la porte sans se soucier d'elle, de sa douleur, de son état. Un monstre dénué de toute humanité, rongé par sa propre folie intérieure. Suzanne s'approcha, une fois sûre que son père ait quitté la maison, de sa mère qui gisait seule, au sol. « Maman, maman, réveille-toi » la secoua-t-elle. Elle se mit à pleurer. Toutes les larmes de son corps déferlèrent en une fraction de seconde. Son corps était désormais convulsé de spasmes, de sanglots et de cris. Elle ne voyait plus rien, ses yeux étaient remplis d'eau et de buée. Elle s'agitait en tournant sur elle-même, criant à l'aide. Son frère finit par arriver, quelques minutes ou quelques heures plus tard, elle ne sait plus bien. Il cria à son tour. « Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait, Suzanne ?» Elle était incapable de répondre, dans l'impossibilité de faire sortir le moindre mot de sa bouche. Marc essaya de secouer sa mère, de lui parler, de la réveiller, mais rien n'y fit. Il courut jusqu'à la maison de ses grands-parents, juste à côté. Après plusieurs minutes qui parurent une éternité, les grands-parents arrivèrent en trombe dans la maison familiale pour découvrir le corps inerte de leur belle-fille, étendue sur le sol du salon. Tout de suite, le grand-père composa le numéro des secours. La grand-mère, elle, de son côté, tenta de savoir si Thérèse était encore consciente, si elle était encore vivante. Aucune réaction du corps, aucun mouvement. Le visage de Thérèse était tuméfié, une expression dans le visage, horrifiée, et ses yeux complètement révulsés, injectés de sang comme s'ils avaient voulu exploser. La grand-mère eut la délicatesse de lui fermer les paupières. Marc, Clémence, qui s'étaient réveillés à cause du bruit, et Suzanne, étaient tous penchés au-dessus du corps de leur mère et gravitaient, sans savoir ce qu'il se passait, sans comprendre ce que ça voulait dire. Il allait falloir les prendre en charge, leur parler, leur dire que leur mère est morte. Comment leur dire ça, leur expliquer ça à leur âge? On entendit la sirène des pompiers, au loin, puis plus près. Avant leur arrivée,
La grand-mère les questionna. Que s'est-il passé, les enfants? Aucune réponse, seulement des regards vides, perplexes, choqués. Marc leva les yeux vers elle, ne sachant quoi répondre. Il hésitait à lui raconter qu'il avait trouvé Suzanne, seule, à côté du corps de sa mère. Il se tut. Je ne sais pas, elle était déjà comme ça quand je l'ai trouvée. Clémence poursuivit, innocente, ne comprenant pas la gravité de la situation. Je ne comprends pas, grand-mère. Pourquoi maman ne se lève pas? Elle est malade? Le grand-père continua l'interrogatoire et demanda à Suzanne de répondre. Papa était là, il grondait maman très fort. Il lui criait dessus. Je me suis levée car je dormais pas et je suis venue au salon. Je l'ai vue serrer très fort le cou de maman et elle est tombée par terre. Interloqué, le couple de retraités échangea un regard suspect et inquiet. Suzanne, où est ton père? Lui demanda-t-il, autoritaire. Je ne sais pas, quand maman est tombée, il m'a vue, alors il est parti de la maison en claquant la porte. J'ai eu peur parce qu'il était très en colère. Les pompiers venaient de se garer. Ils allaient entrer d'une minute à l'autre. Le grand-père se dépêcha de clôturer la conversation, en disant aux trois enfants, tout en regardant de manière appuyée la petite Suzanne. Vous ne savez rien, d'accord? Ne dites rien aux pompiers et laissez-nous faire, on va s'occuper de votre mère. Filez dans votre chambre, on viendra vous chercher. Allez vite, ajouta la grand-mère. Marc courut jusqu'à la chambre, tirant de ses bras Suzanne, les yeux perdus dans le vide, et Clémence, qui pleurait à chaudes larmes. Les pompiers entraient au même moment et questionnèrent les grands-parents. Les enfants, cachés dans leur lit, emmitouflés dans leurs couvertures, ne disaient mot, prêtant l'oreille au bruit du salon pour tenter de comprendre ce qu'il se passait. Marc s'introduit dans le lit de Clémence pour la prendre dans ses bras et la rassurer. Au bout de quelques instants, rassurée par la chaleur et la présence de son frère aîné, elle s'endormit d'épuisement après avoir tant pleuré. Suzanne et Clémence partagent la même chambre depuis leur naissance. Elles n'ont jamais eu de lien fraternel, ne se sont jamais comprises à demi-mot, malgré leurs faibles différences d'âge. Clémence, la cadette, a toujours été choyée par son grand frère. Il la protège, la surveille et l'entoure, comme un protecteur. Jamais il n'avait porté la même attention à Suzanne. Était-ce Marc qui faisait une différence? Était-ce Suzanne qui créait la distance? Clémence était-elle tout simplement la préférée? Ou y avait-il une autre raison qui expliquait sa mise à l'écart? Autant de questions sans réponse. Suzanne ne savait pas pourquoi. La seule chose qu'elle saisissait, c'est qu'elle ne ressemblait pas aux membres de sa famille, excepté sa mère, qu'elle aimait plus que tout. Son géniteur venait de lui arracher la seule personne qu'il aimait vraiment, avec une violence inouïe. Jamais elle ne lui pardonnerait, jamais plus elle ne l'appellerait « mon père ». Toute sa vie, elle se souviendrait de ce moment tragique, de ce soir terrible qui allait faire basculer sa vie dans la rancœur. Jusqu'à la fin, elle garderait cette colère en elle, cette injustice. Marc avait succombé aux doux murmures de Clémence, qui dormait à poings fermés, n'ayant pas encore conscience de ce qu'elle venait de perdre. Au bout de plusieurs heures de colère, Suzanne lâche enfin prise, elle aussi, et croit s'endormir. Une lumière étrange la berce, comme un câlin affectueux, source de paix et de repos. La petite a l'impression de commencer à rêver. « Ma chérie, je suis là, je vais bien, ne t'inquiète pas. »« Maman, c'est toi ?»« Oui, ma chérie, c'est bien moi, » lui dit-elle avec un sourire maternel rempli de tendresse. « Je suis rassurée, je croyais qu'il t'avait tuée. J'ai eu tellement peur quand je t'ai vue tomber sur le sol du salon. » Moi aussi, j'ai eu très peur, ma Suzy. Mais c'est fini, maintenant je vais bien, et il ne pourra plus me faire de mal. Suzy, seule sa mère l'appelle par ce diminutif. Elle adore ça,
Elle la nomme ainsi quand elles ne sont que toutes les deux, à l'abri des regards, en secret, comme un trésor bien gardé qu'elles sont seules à partager. Une preuve d'amour que Suzanne n'échangerait pour rien au monde. Suzanne poursuit le dialogue avec sa mère, perdue entre espoir de réalité et rêve inconscient, soulagée de constater qu'elle va bien. Maman, c'est trop dangereux de rester ici, je te l'avais dit. On doit partir vite avant qu'il te fasse du mal à nouveau. Ma Suzy, écoute-moi attentivement. Je ne suis plus dans le même monde que toi en ce moment. Comment ça? Mais si, regarde, tu es là avec moi, à la maison, et on va partir dès demain. Ma chérie, j'essaye de t'expliquer que je vais devoir partir, mais sans toi. Pourquoi tu veux partir sans moi? Je ne veux pas vivre sans toi, moi, je ne survivrai pas ici toute seule, pleure-t-elle. C'est pour ça que je viens te voir en rêve, pour te faire comprendre que mon esprit est toujours là, mais mon corps malheureusement est mort. Tu m'as vue étendue par terre au salon, et je sais que tu as compris ce qui est arrivé. Ne dis pas ça, tu n'es pas morte. Je l'ai cru car tu ne bougeais plus, mais maintenant tu me parles, alors ça veut dire que tu es bien vivante. Malheureusement non, ma Suzy. J'aimerais te rassurer et te dire le contraire, mais ce n'est pas possible. Mon esprit a bien quitté mon corps, et il faut que tu l'acceptes. Mais ce n'est pas possible, je te vois, je te parle. Si c'était vrai, je ne pourrais pas discuter avec toi comme maintenant. Je sais que ça te paraît fou, et que ça va te paraître encore plus fou, mais tu as un don spécial, ma Suzy. Tu peux communiquer avec les gens qui sont morts. Ne t'inquiète pas, nous aurons l'occasion de nous revoir et de nous reparler. Mais je devais te dire au revoir avant de partir, avant de rejoindre l'autre monde, pour que tu comprennes pourquoi tu es si spéciale et si différente des autres. Tu dis des bêtises, tu me fais marcher, comme quand j'étais petite, pour me faire rire. Tu sais bien que non, ma chérie. Cette fois, je suis sérieuse. Tu dois accepter mon départ. Ce sera un manque physique pour toi, inévitablement, mais sache que je serai toujours là près de toi. Je te suivrai toute ta vie, pour t'encourager, pour t'aider. Je t'aime et je t'aimerai toujours, où que tu sois. Ma mission, je le sais maintenant, c'était toi, te faire naître et t'amener à cette vérité. Alors je pars en paix. Tu es la seule personne que j'aime. Je ne veux pas que tu me quittes. Je suis en colère contre ce monstre qui t'a fait du mal. C'est de sa faute. Je ne suis pas d'accord. Tu dois accepter cette épreuve, Suzanne. Cela fait partie de ton chemin, de ton destin. Tu dois surmonter ta peine et ta douleur, et pardonner, même si cela te paraît injuste. Ton père n'a jamais su gérer sa colère. Tu ne dois pas faire comme lui. C'est justement ce que tu dois apprendre et comprendre. L'amour doit toujours rester le plus fort. La lumière et le visage de sa mère disparaissent instantanément, comme le sursaut de la fin d'un rêve qui nous replonge dans la réalité sombre de l'existence. « Je ne veux pas ça, je veux ma maman !» crie-t-elle de toutes ses forces. Ses grands-parents sont restés dormir dans la chambre d'à côté. Sa grand-mère se lève pour voir ce qui se passe. Elle s'approche de son lit, doucement pour ne pas réveiller les plus grands, qui dorment encore, sans savoir par quelle magie. « Suzanne, calme-toi, tu vas réveiller ton frère et ta sœur, » chuchote-t-elle, assez fort pour qu'elle l'entende dans son lointain sommeil. L'enfant bouge, se recroqueville et convulse. La grand-mère appelle à nouveau les secours, et la petite est transportée en urgence, devant Marc et Clémence, dans l'incompréhension la plus totale. Le corps de Suzanne réagit à ce qu'elle vient de vivre, d'entendre et de comprendre. Elle refuse l'inévitable. Son cerveau disjoncte pour enrayer sa prise de conscience. Les informations s'entrechoquent, son corps refusant la violence de la situation. J'espère que ce nouveau chapitre numéro 4 vous a plu, même s'il était un petit peu difficile.
Je vous invite la semaine prochaine à retrouver le chapitre numéro 5. En attendant, mon roman reste disponible en numérique et en papier sur Librinova, Fnac, Amazon et maintenant dans toutes les librairies physiques de France en commande. Merci et à la semaine prochaine.